Hello! Si vous n'aviez pas encore deviné le sujet de la vidéo en voyant le titre, la miniature et ce magnifique mini éventail dans mes mains, bah, c'est que j'ai bien fait de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va parler de Danmei. Et ça tombe bien parce qu'il fait chaud. Donc je suis ravie d'avoir ce petit accessoire. Les Danmei, c'est quoi? Alors, selon notre ami et expert Google, les Danmei, c'est un genre littéraire qui présente des relations amoureuses entre des personnages masculins. Donc c'est littéralement l'équivalent japonais du yaoi. C'est un genre romantique qu'on connaît aussi sous le nom de boys love en anglais, qui est né au Japon dans les années 70 et qui a été popularisé en Chine dans les années 90. Donc c'est relativement récent. En 1999, la Chine comptait pas mal de sites illégaux sur lesquels les gens partageaient du coup des traductions piratées de yaoi japonais, mais également d'œuvres d'autres pays, toujours du coup d'œuvres romantiques entre deux hommes. Et du coup, c'est dans ces années-là qu'on a aussi commencé à avoir les premières œuvres chinoises dédiées à ce genre, donc des créations originales. Donc, que ce soit au début de la vie, on va dire, de ce genre jusqu'à aujourd'hui, on considère que le danmei, c'est majoritairement des œuvres écrites par des femmes et pour des femmes, puisque un bon 85% du public de ces œuvres-là sont des femmes, et un bon 90% des auteurs qui en écrivent sont également des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genre est devenu tellement populaire en 1999 qu'il y a même un journal qui a été créé, qui était dédié spécifiquement au danmei et qui s'appelait le Danmei Season, donc en Chine, malgré le fait qu'il n'y avait absolument aucune autorisation légale pour le faire. Donc c'était un magazine totalement illégal, mais il était très populaire et il était surtout très acheté, puisque c'était un magazine papier. Oui, en 99, les magazines en ligne, c'était pas encore trop la mode, même en Chine. Mais moi, je trouve ça dingue de se dire que même si c'était illégal, les gens les achetaient quand même. Après, bon, le magazine a arrêté d'être édité en 2013, donc c'est encore relativement récent, mais du coup, depuis 2013, il n'existe officiellement plus. Euh, Par contre, en 2003, donc si on revient un petit peu en arrière, en 2003, il y a une plateforme qui s'appelait la Xinjiang Literature City, si j'ai pas complètement maltraité ce mot-là, qui a ouvert et qui est un peu l'ancêtre du AU3, mais pour la Chine, du coup, et qui regroupait toutes les œuvres de Danmei chinoises, donc toutes les œuvres originales pour un public chinois assez populaire, puisque aujourd'hui encore, on considère qu'il y a plus de 7 millions d'utilisateurs sur la plateforme et plus de 500 000 œuvres publiées. Et nous, on a accès à ça. Parce qu'il n'y a que ça qui a été traduit pour l'instant. Voilà. Donc si vous aimez le danmei, bah, apprenez le mandarin parce que visiblement il y a des pépites encore. Euh, mais donc le jeu du danmei a atteint un nouveau seuil de popularité dans les années 2010, notamment grâce à l'adaptation de certains romans justement en série, dont notamment le danmei Guardian, qui a été adapté fin 2018, et également le danmei The Untamed en 2019, qui donc ont largement contribué à renouveler la popularité pour ce genre, non seulement en Chine, mais également à l'international. On considère qu'en 2020, il y a plus de 59 titres de licences danmei qui ont été achetés par des producteurs chinois et internationaux, donc, ce qui est plutôt pas mal. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore vu donc, les 59 licences être traduites en série. La plupart l'ont été. On en a plusieurs, comme on le sait, qui sont restés malheureusement entre les mains de la censure chinoise et qui ne verront probablement pas le jour.
Mais je trouve ça dingue de se dire qu'en 2020, on avait quand même 59 licences qui avaient été achetées et qui ont eu pour but d'être faites en série, en sachant que justement, avec la censure chinoise, c'est plutôt compliqué de les traduire en série finalement. Et justement, pour la deuxième partie de la vidéo, je voulais justement parler de l'évolution finalement du genre en Chine. Puisque si, comme moi, vous regardez régulièrement des boys love, que ce soit les boys love thaïlandais, coréens ou les bromances chinoises, vous avez dû voir une certaine évolution depuis assez récemment, puisque je dirais que ça date de 2024. Si vous regardez tous les dramas qui ont été produits et qui sont sortis avant l'année 2024, vous allez avoir une majorité de bromances, justement. Donc pour ceux qui ne savent pas, les bromances, c'est quand le drama suit une relation homosexuelle entre deux hommes, mais ne peut pas le montrer parce que la censure est là, et donc du coup, ils sont juste très 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 potes. Donc la plupart des boys love avant 2024, qui étaient vraiment annoncés comme des boys love, c'était des productions taïwanaises la plupart du temps, qui du coup sortaient via Taïwan, et donc là on pouvait se permettre d'être un peu plus laxiste sur la censure et avoir du coup de vrais boys love. Mais tous les dramas qui étaient produits par la Chine et sortis en Chine, c'était des bromances. Et depuis 2024, la Chine a visiblement opéré un gros switch, puisque maintenant ils assument de sortir des boys love, purement et simplement. Après, quand je dis qu'ils assument, c'est à moitié. C'est-à-dire que effectivement la série ne passerait pas du tout la censure de 2024, mais ces séries-là n'ont le droit à quasiment aucune promotion. Les acteurs ne peuvent plus vraiment se parler publiquement après la sortie du drama. Et il y a eu un cas assez récemment où un acteur ayant décidé de jouer dans un boys love s'est retrouvé non seulement flouté, mais a eu en plus son visage remplacé par une IA dans un autre drama qu'il avait filmé où il était même pas personnage principal, il était personnage secondaire. Mais du coup, il a vu son visage se faire remplacer grâce à l'IA parce que tout simplement, il s'est associé à une œuvre boys love. Donc, grosso modo, en Chine, vous pouvez jouer dans des boys love, mais ça sacrifie un peu votre carrière. Après, l'autre question que je me pose aussi en voyant justement ces nouveaux dramas émerger, c'est pourquoi est-ce que la Chine semble avoir une obsession un peu morbide avec les dramas que je qualifierais de bien red flag, voire toxiques. Euh, Après, en y réfléchissant, c'est logique. Parce que si vous faites des séries où vous montrez que les relations homosexuelles, et ben, c'est uniquement entre des hommes fragiles qui se font exploiter, torturer et quasiment agresser par leur petit ami, bah ça donnera à personne envie d'être gay, n'est-ce pas? Après, heureusement, on a les dramas thaïlandais et coréens si on veut avoir une petite dose de mignonnerie. Donc ne vous en faites pas, tout n'est pas noir non plus. Et enfin, pour terminer un peu cette vidéo euh, en douceur, on va dire, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une petite section un peu recommandations de d'années à regarder. Soit si vous en connaissez certains, vous les connaissez peut-être pas tous, mais soit si vous en regardez déjà, ça peut vous donner de nouvelles idées de quoi regarder, et si vous ne connaissez pas du tout le genre, euh, ça va vous permettre de le découvrir. Alors attention, le numéro 1 va grandement vous surprendre, je pense, mais c'est évidemment The Spiral. Si ça vous a pas surpris, c'est que vous avez probablement pas vu mon avant-dernière vidéo, du coup. Donc, je vais pas épiloguer sur le sujet de ce drama, je vais pas forcément vous en parler pendant des heures parce que j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes dessus que je vous encourage à aller voir. Mais du coup, c'est probablement mon Danmei préféré, que ce soit la version télévisuelle ou la version littéraire. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga. Donc, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, jeux vidéo et un peu thriller psychologique, je vous encourage vivement à regarder la série ou lire les livres. Si vous lisez en anglais, parce que pour l'instant, ils n'ont pas eu la chance d'être traduits en français. La deuxième série dont j'ai envie de parler, évidemment, c'est The Untamed.
Donc pour ceux qui la connaissent déjà, vous avez forcément reconnu le couple sur cet éventail, évidemment. Il fallait l'accessoire pour aller avec cette vidéo. Vous êtes déjà un fan de la saga, c'est que vous connaissez probablement la série, les livres ou l'animé, ou les trois, si vous êtes ce que j'appelle un expert. Vous avez juste beaucoup trop de temps à perdre, ça dépend des gens. The Untamed, c'est une série qui met en avant des clans de cultivation. Donc c'est pas une série dans laquelle il y a de la magie, c'est vraiment purement juste cultivation, différents clans. Enfin, on en a parlé dans la vidéo sur les dramas chinois du coup, mais c'est un genre qui est assez populaire en Chine. Et du coup, la série suit l'histoire d'un jeune prodige justement de la cultivation qui se retrouve à 16 ans projeté dans une guerre totale entre tous les clans qui existent dans leur monde justement et qui va commettre le sacrifice ultime pour sa famille parce que c'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Et quand il revient 16 ans plus tard, il doit apprendre à vivre dans un monde qu'il a désigné comme étant The Big Villain, et sa famille aussi d'ailleurs. Heureusement, il peut compter sur un ancien camarade de classe qui décide de l'aider à retrouver une vie normale. Je vais tenter d'expliquer ce drama aussi simplement que possible, je vous assure. L'histoire est assez compliquée, mais elle est très belle et très tragique. Alors c'est une happy end. Bon, techniquement dans la série, c'est une open end, mais c'est une happy end. Mais quand je dis qu'elle est tragique, c'est parce que ça touche à des sujets qui sont très lourds et très poignants. Mais effectivement, malgré le fait que ce soit une histoire qui soit foncièrement tragique, on a un personnage principal qui arrive à nous faire rire plus souvent que nous faire pleurer. Disons juste qu'il faut s'accrocher. Les premiers épisodes sont mignons. Et sur la fin, préparer les mouchoirs, quoi. Enfin, je dis les premiers épisodes sont mignons, mais pour ceux qui ont vu la série, on sait comment ça commence, donc c'est mignon, mais pas trop non plus. Donc la troisième série dont j'ai envie de parler, c'est une des premières séries que j'ai citées dans cette vidéo, c'est la série Guardian, qui est donc sortie fin 2018 et qui fait un peu partie des piliers du Danmei en Chine et à l'international, puisque c'était une des premières séries justement à s'inscrire dans cette longue saga que sont les bromances chinoises. Guardian, c'est aussi la série qui m'a le plus donné mal au crâne parce que pour comprendre la temporalité de cette série, il faut probablement un doctorat, comme le personnage principal. Pour résumer, la série se passe dans un monde dans lequel il y a deux peuples qui cohabitent. On a du coup les humains, comme vous et moi, et le peuple des Dixingren, qui viennent donc d'un monde un peu parallèle qui s'appelle Dixing, et qui sont des humains un peu comme nous, mais ils ont des pouvoirs. Donc chaque individu a son propre pouvoir. Et qui dit pouvoir dit, quand ils viennent sur Terre, c'est pour un peu mettre l'ambiance, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, sur Terre, ils ont créé une équipe qui est chargée justement de réguler les crimes commis par ces Dixingren et qui est composée d'un chef qui s'appelle Zhao Yunnan. J'ai bugué sur le nom. Zhao Yunnan, qui du coup est le chef effectivement de cette unité spéciale et qui travaille avec notamment deux autres personnes qui arrivent au cours de la série. Donc le premier, il est là depuis le début, c'est un personnage un peu mystérieux qui s'appelle le Black Cloak Envoy, qui est le personnage le plus puissant de Dixing, qui est un peu leur envoyé diplomatique spécifique, et qui est là pour les aider à attraper les vilains, parce que envoyer des humains qui n'ont pas de pouvoir, choper quelqu'un qui en a, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, donc il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui peut le mettre KO si nécessaire. Et surtout, il est là pour ensuite les renvoyer à Dixing pour les mettre en prison là-bas. Parce que les prisons humaines, elles peuvent pas forcément aider à contenir des gens qui ont des pouvoirs. On fait de notre mieux, mais c'est un peu compliqué.
Et le deuxième, c'est un professeur à l'université qui justement est professeur d'histoire de Dixing justement et qui s'appelle Shenwei et qui est le consultant, enfin qui va être amené à devenir le consultant justement de cette unité spéciale. Et toute la série tourne autour de l'identité un peu trouble de ce professeur et de Zhao Yunlan qui tente par tous les moyens de pousser tous ses boutons euh, jusqu'à ce que la vérité éclate. Et c'est là que ça devient compliqué puisqu'il y a toute une histoire de voyage dans le temps. Puisque du coup, Shenwei est peut-être un peu plus vieux que Zhao Yunlan. Un petit peu, enfin, à quoi? À 8000 ans près, à peu près. Euh, et au début, on peut penser que on parle de réincarnation, et en fait, c'est pas de la réincarnation, c'est du voyage dans le temps. Du coup, le voyage dans le temps arrive à peu près vers la fin de la série, mais ça permet d'avoir toutes les réponses à nos questions. Mais du coup, il faut passer une bonne vingtaine d'épisodes à pas trop comprendre pourquoi est-ce que Shenwei agit comme il le fait, jusqu'au moment où on arrive au voyage dans le temps et tout fait sens. Mais voilà, faut s'accrocher. It's not for the weak. Sinon, si vous aimez les séries où on doit suivre un duo qui résout des crimes et tombe amoureux du coup sans qu'on le voit trop parce que ça reste des bromances, au fur et à mesure qu'ils résolvent ces crimes et qu'ils enquêtent, j'ai 3 séries à vous proposer. Je pense que la plupart en connaissent au moins 2 qui sont assez connues. Et ces 3 séries se passent à 3 époques différentes. Donc on a Under the Skin, qui est la première qui se passe à l'époque moderne et qui va nous amener à suivre un portraitiste et un détective qui vont être amenés à travailler ensemble, ce qui va créer pas mal de chaos parce que ils ont un passif plutôt lourd. On est plutôt sur un enemies to lovers dans l'idée. Euh, mais c'est une série que je trouve très intéressante parce que ils ont une relation qui est extrêmement chaotique mais qui marche très bien. Et de toute façon, j'adore tout ce qui est résolution de crime. Et je trouve que cette série le fait très très bien. C'est aussi un des d'anime les plus longs qui m'a été donné de voir à la télévision, puisqu'on est sur 2 séries, 2 saisons. Et je crois qu'il y a une troisième saison qui est prévue. Donc, je trouve ça plutôt chouette. La deuxième série de ce même genre se passe dans le futur et il s'agit de Justice in the Dark. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série, qui est quand même assez connue, ça se passe dans le futur. Et dans le futur, on a découvert un gène qui s'appelle le gène zéro empathie et qui survient notamment dans les individus qui sont capables de commettre des crimes, puisque du coup c'est plus ou moins des psychopathes. Et donc la série va suivre justement le duo assez atypique entre un officier de police et un riche héritier qui justement a ce fameux trait de zéro empathie et qui vont résoudre des crimes ensemble et essayer de faire marcher cette équipe qui, sur le papier, ne doit pas et ne peut pas marcher. Donc si vous aimez justement les séries qui se basent pas mal sur la psychologie, c'est une série qui est super intéressante et notamment du coup le personnage de Peisu qui est le fameux héritier qui a ce gène de zéro empathie puisque du coup petit à petit on comprend qu'il a peut-être pas zéro empathie en fait, c'est juste que psychologiquement ça va pas du tout, il est juste très traumatisé. Mais franchement, c'est une série que j'aime beaucoup et c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande à 200%. Et la dernière série se passe à l'ère républicaine, donc on remonte dans le temps et c'est la série Strange Tales of Jane Chen. Alors, si je l'ai choisi, c'est peut-être parce qu'un des personnages principaux est aussi le personnage principal de Spy Realm. Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, c'est comme ça que je l'ai connu, mais je trouve là que la série est incroyable, peu importe les acteurs qu'il y a dedans. Puisque là, on parle d'un duo assez étrange entre justement un
lieutenant, hein, des forces de police et un psychologue criminel slash profiler, même si c'était pas le terme utilisé à l'époque, et qui doivent du coup apprendre à travailler ensemble pour résoudre des crimes. Et notamment, il y a un grand fil rouge dans la série qui est qu'il y a un big boss, on va dire, qui les essaye de trouver et qui vont réussir à trouver du coup forcément. Donc c'est une équipe, à la base c'est un trio puisque du coup il y a aussi une fille qui est coroner, ce qui est assez rare dans les dramas. Souvent les coroners dans les dramas chinois c'est souvent des garçons. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant que ce soit une fille pour une fois. Mais elle n'est pas forcément extrêmement présente. Enfin, elle est considérée comme les deux garçons comme une petite sœur et le trio marche bien, mais c'est clairement le duo bromance qui est mis en avant. Et c'est une série qui est assez fun, puisque c'est un duo assez rigolo. Ils ont plus misé sur l'humour vraiment que sur le côté tragique des crimes, même s'il y a des moments assez lourds. Mais c'est vraiment une série que je recommande parce qu'elle est vraiment, vraiment fun et vraiment intéressante pour le coup. Donc ça, c'est les 3 séries que je recommande si vous aimez un peu tout ce côté policier, criminel, thriller, parce que personnellement, c'est un de mes genres préférés. Donc voilà, je vous recommande de les regarder quand vous avez le temps. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que je pourrais faire une vidéo de 2 heures pour vous parler probablement de tous les Danmei que j'ai pu regarder et que je vous recommande. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Sait-on jamais? Ça peut être une vidéo bonus. Il faudra vous prévoir un week-end hein, pour regarder 2 heures de vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux le faire. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le mercredi, sachez que samedi à 18 heures aura lieu le premier live de ma chaîne YouTube pendant lequel je vais découvrir le MV d'un groupe de K-pop, je ne sais pas encore lequel. Et ça va être un rendez-vous régulier, donc tous les samedis à 18 heures, vous pourrez découvrir avec moi un groupe de K-pop et un de leurs MV. Et voir mes réactions en direct. Si vous regardez cette vidéo samedi, eh ben, je vous donne rendez-vous à 18 heures si c'est pas déjà trop tard. Et si vous regardez cette vidéo en 2041, je suis toujours sur YouTube. Hein. Sur ce, passez une excellente semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye!